Bonjour à tous et bienvenue sur KWeb. Aujourd'hui, nous recevrons Monsieur Grégoire Méraud, journaliste à Mayotte Hebdo, dans le cadre de l'École ouverte. Monsieur Méraud, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous présenter votre parcours, votre fonction, vos passions? Alors, je vais commencer par ce que je fais actuellement. Donc aujourd'hui, je suis journaliste à Mayotte Hebdo. Mayotte Hebdo édite aussi un quotidien qui est le Flash Info, dont je suis rédacteur en chef adjoint. Donc voilà, je navigue un peu entre deux supports. Le quotidien avec lequel on doit traiter l'actualité un peu brûlante et l'hebdomadaire qui permet sur une semaine d'avoir un peu plus de temps pour approfondir des sujets. Avant ça, voilà, j'ai fait des études de droit à Paris, ensuite une école de journalisme. J'ai commencé à travailler à Paris dans un journal qui s'appelle le Journal du Grand Paris. Je savais que c'était pas ce que je voulais faire sur le temps long, mais ça me permettait de faire mes armes de journaliste. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et puis je me suis envolé pour le Rwanda en tant que journaliste indépendant. J'y suis resté une dizaine de mois. C'était un parcours un peu plus compliqué que prévu. Donc, au vu de ces complications, j'ai cherché un autre territoire qui pouvait être intéressant journalistiquement et peut-être qui plus est agréable à vivre. Voilà, Mayotte a énormément de sujets à traiter. C'est un territoire qui est passionnant, qui a une jeunesse bouillonnante dans tous les sens du terme, qui est confronté à plein de défis sociaux, économiques, environnementaux. Et c'est la France. C'est la France, donc ça me permet aussi, en tant que journaliste, de pouvoir facilement prendre la parole sur certains sujets, d'alerter les responsables directement. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens bien à faire ce métier ici. Pourquoi avoir choisi Mayotte pour exercer votre métier? Ah bah voilà, je viens de répondre à la question, en fait, je crois. Quelles sont les contraintes d'un journaliste de la presse écrite? Alors, les contraintes sont multiples. Par exemple, sur un petit territoire comme Mayotte, où tous les responsables sont concentrés sur un petit territoire où ils se connaissent tous, on peut avoir une certaine forme de pression envers les journalistes qui eux-mêmes connaissent un peu tout le monde. Donc, c'est compliqué parfois de rester strictement indépendant et de ne pas subir l'influence des responsables. C'est quelque chose, voilà, quand on a une déontologie qui est ancrée en soi profondément, qu'on arrive à mettre en œuvre, mais c'est pas toujours évident, voilà. Il y a aussi d'autres difficultés. Je pense à la barrière de la langue, par exemple. Mon shimaoré est très très maniné. On fait ce qu'on peut, voilà. L'essentiel, c'est d'arriver à briser la glace. Ensuite, on trouve toujours un jeune comme vous qui est capable aussi de faire un peu l'interface entre les deux. Voilà, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on les prenne en photo, mais c'est pareil, il faut dialoguer et tout. Voilà, en fait, il n'y a rien d'insurmontable. Il faut être droit sur ses fondamentaux de journaliste, savoir parler correctement aux gens, s'adapter à la société, et puis voilà, tout va bien. La presse est définie comme un quatrième pouvoir. Quelle est la place de la presse française aujourd'hui dans cet équilibre? Alors c'est compliqué parce que comme je vous le disais tout à l'heure, donc sur un petit territoire, il y a effectivement beaucoup de pression parce qu'on connaît directement les interlocuteurs, mais à plus grande échelle sur tout un pays, il y a aussi ces mêmes pressions qui sont encore plus diffuses et moins palpables. C'est-à-dire qu'on les voit moins en fait. Il y a plein de degrés de hiérarchie qui font qu'on sème un peu cette idée de pression. Et en fait, elle est là, la pression médiatique, elle n'est aujourd'hui que la résultante d'une pression philosophique ou politique des choses en place. En revanche, énormément de journalistes, et là je pense pas à ceux qui sont les plus en vedette, énormément de journalistes s'attachent sur le terrain à faire leur métier le plus correctement possible, à rapporter des faits, à les mettre en perspective
et à interpeller les responsables quand il le faut. Il y a beaucoup de gens qui font ce métier-là très bien. Malheureusement, ils sont peut-être un peu trop dans l'ombre. Donc je dirais que ce quatrième pouvoir, il n'est pas théorique. Il y a beaucoup de gens qui le mettent en pratique, mais que malheureusement, le journalisme le plus en vue ne met pas forcément ces valeurs-là en avant. Donc c'est un peu le souci actuellement, et c'est ça qui fait que les Français, à chaque fois qu'on fait un baromètre, n'ont pas confiance, disent ne pas avoir confiance dans la presse. Notre génération s'informe principalement sur les réseaux sociaux et par le journalisme amateur. Au déprimant de moyens classiques de communication comme la presse écrite, la radio et la télé. Que pensez-vous de cette évolution? Quelles en sont les limites? Alors, c'est une évolution qui a deux facettes. Une facette qui est très triste, parce que ce constat veut dire que les journalistes ne sont pas allés suffisamment sur le terrain, ne sont pas allés suffisamment chercher l'information, et donc les réseaux sociaux pallient ce déficit-là. En revanche, il faut faire très attention aussi à tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux, parce que le problème, c'est qu'on ne s'invente pas. Journaliste, c'est un métier, c'est des techniques. Faire sortir une information, c'est avant tout la chercher. Deuxièmement, la vérifier, la confronter et la mettre en perspective. Et ça, c'est quelque chose que les réseaux sociaux ne font pas, parce qu'on est dans de l'instantané, qui ne dit rien en fait d'une société, qui ne révèle rien sur un contexte. Et voilà, donc tout ce travail-là de mettre en perspective, il est hyper important, parce que c'est ça qui permet à chacun de se construire une opinion par rapport à des faits qui sont avérés. On voit une photo sur Facebook avec une légende, ce gamin est mort à Kahani. Beaucoup de gens verront cette photo et prendront cette information pour véridique. Or, il y a tout un travail qui doit être fait pour vérifier si c'est vraiment le cas, si c'est vraiment Kahani, si la photo elle date bien d'aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut faire attention. Je pense que les deux sont extrêmement complémentaires. Moi-même, tous les jours, le matin, en prenant mon café, mon premier réflexe, c'est assez particulier ici, hein, mais mon premier réflexe, c'est d'aller sur Facebook. Je fais tous les groupes, Inforoute Mayotte, etc. Et on a plein d'informations. Après, je me sers de ça pour faire mon métier, pour aller vérifier ces informations, pour les confronter, pour les mettre en perspective. Donc les deux sont très complémentaires, mais il ne faut pas que se reposer sur les journalistes, parce que justement on voit qu'ils ne vont peut-être pas assez sur le terrain, et il ne faut pas non plus que se reposer sur les réseaux sociaux, parce que tout ce travail de mise en perspective, de vérification de l'information n'est pas forcément fait. Quelle est la ligne éditoriale de Mayotte Hebdo? En quoi se démarque-t-elle des autres médias de l'île? Alors la ligne éditoriale, elle est surtout, je dirais, avant tout, de faire un journalisme de qualité, dans le sens où l'objectif principal, c'est de ne jamais se faire avoir par les rumeurs. Vous savez, hein, ici, que les rumeurs, ça court très vite. Ne jamais se faire avoir par les rumeurs, ne jamais aller à la simplicité, ne déconstruire les discours, essayer d'analyser tout ce qui se dit. Donc tout ça, c'est, je dirais, un peu notre marque de fabrique, plutôt que d'être dans l'instantané tout le temps. C'est aller vraiment à l'essence même du métier, mettre en perspective, vérifier, déconstruire, pour donner une image cohérente de la société. Quel retour faites-vous de l'actualité de notre département, et notamment de son enfoncement dans la violence? Alors, c'est très compliqué parce que je suis journaliste, je suis là avant tout pour rapporter des faits, mais ces faits, quand on les met en perspective, chacun après a sa grille de lecture,
mais il me semble qu'il y a des problèmes très profonds dans la société qui ne s'illustrent pas que par la violence des jeunes, mais qui s'illustrent principalement, c'est ce qu'on voit le plus, par la violence des jeunes. Mais je suis intimement convaincu que le problème, et d'où l'importance de mettre les choses en perspective, je suis intimement convaincu que le problème de la violence ne se réglera pas en mettant plus de policiers ou plus de gendarmes. C'est un problème qui veut dire en fait quelque chose. C'est quelque part une détresse, c'est la révélation du fait que cette jeunesse-là n'a plus de cadre. N'a plus de cadre, pourquoi ? Parce qu'elle est souvent exclue de différents systèmes, de différentes communautés, et qui se retrouve donc en marge de la société, et qui s'exprime de cette manière-là parce que la société, elle aussi, est très violente. Elle aussi est très violente, avec une violence qui est peut-être plus morale, symbolique, mais que ces jeunes-là subissent de plein fouet. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut se poser beaucoup de questions sur des choses très profondes, de tout ce qu'on a mis en œuvre, en termes de politique, de comment chacun de nous vit avec les autres, de son rapport aux autres, de comment on intègre différentes populations, de voilà, comment on essaye de vivre ensemble plutôt que de se dire juste il y a la violence et il faut y répondre par la force. Nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre de l'école ouverte qui a pour but d'accueillir les élèves pendant les vacances, les mercredis et samedis durant l'année scolaire. Pensez-vous que l'occupation de la jeunesse par des activités permettrait de réduire le phénomène de violence qui s'installe ? Je pense que c'est effectivement une très bonne chose. Après, je ne crois pas que ça soit la seule solution à mettre en œuvre, mais c'est effectivement une super chose que ces jeunes-là aient l'occasion d'avoir des ateliers qui leur permettent de développer leurs capacités, de développer leur intérêt pour certaines matières, etc. C'est très important. En même temps, ça les occupe, ça leur offre un rapport différent avec l'école, avec les enseignants. Ça, c'est quelque chose qui est très sain. En revanche, je pense que vous le savez comme moi, tout le monde ne fera pas la même démarche. Tout le monde n'ira pas à l'école pendant les vacances. Et il y en a qui vont d'ailleurs pas à l'école du tout. Donc il faut toucher tout le monde. Et ça, c'est un très bon moyen pour toucher ceux qui sont scolarisés, ceux qui ont envie, etc. Mais il faut aussi savoir donner envie à ceux qui sont déjà exclus un peu de ce système. Quelle place pourriez-vous jouer dans ce processus de lutte contre la violence à Mayotte ? Alors, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, la presse, c'est le quatrième pouvoir. Je pense que justement, dans une situation de tension sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a un rôle extrêmement important, peut-être pour enlever un peu de passionnel dans le débat. Je comprends tout à fait que quelqu'un qui se soit fait cambrioler ou qui ait retrouvé le matin sa voiture cassée soit très en colère. En revanche, il faut arriver à expliquer les raisons pour lesquelles on arrive à cette situation-là. Il faut arriver à expliquer qu'on ne répondra pas à tout par, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la force, qu'il faut que tout le monde se prenne en main pour faire avancer les choses. Donc elle a un peu ce rôle-là qui est de se mettre entre tout le monde en fait. Et là on revient au terme de médias. Les médias, c'est au milieu. Donc on est au milieu de la population qui est en colère envers ceux qui commettent des violences. On est au milieu de ceux qui commettent ces violences-là et qui en fait témoignent d'une frustration immense et d'un manque de parole très fort. On est aussi au milieu de différentes institutions qui pensent pouvoir répondre de telle ou telle manière sans forcément avoir une approche concrète du terrain. Donc on est au milieu de tout ça. On se doit d'éclairer tout le monde pour essayer de faire en sorte que chacun prenne ses responsabilités, son destin en main à plus forte échelle dans la démocratie. C'est ça, c'est éclairer tout le monde. C'est le rôle du journaliste, c'est d'éclairer tout le monde, de lui permettre de faire ses choix en toute conscience, de se faire une idée, une opinion et de lui permettre de se dire
voilà ce que je veux pour ma société et voilà tous les instruments pour le mettre en œuvre. Pensez-vous que les médias scolaires devraient se développer sur l'île et pourquoi? Je pense que c'est toujours une bonne chose, hein. Premièrement, pour l'éducation aux médias, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes dans une génération qui est baignée dans les réseaux sociaux. Je vous ai expliqué les limites de ces réseaux sociaux, donc pas de mise en perspective, pas de vérification de l'information. Donc ça, c'est extrêmement important que vous ayez ces notions-là pour pouvoir justement ne pas vous faire avoir par de fausses informations, différentes manipulations qui peuvent y avoir derrière ça. Et puis, je pense que réfléchir sans même forcément s'accaparer la vocation de devenir journaliste, réfléchir à ce métier-là permettra peut-être à toute cette génération de mieux dire ses attentes envers les médias, de mieux dire ce qu'ils ont envie de voir, ce qu'ils ont envie de comprendre de la société. Voilà. Et ça permettra, je pense, de rapprocher un peu les médias de la population. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur KWeb. Merci à vous.